Alors, donc, première intuition pure, sur le mode kantien, l'espace. Alors, je prends d'abord un exemple. Il y a, dans l'ordre de ce qu'on appelle les fake news, c'est ce que les jeunes ont tendance à faire circuler comme thèse, comme idée, selon laquelle, au fond, on nous aurait trompé sur la rotondité de la planète. Et il se pourrait que la planète soit plate et que donc les choses ne se rejoignent pas comme ça par derrière lorsqu'on va toujours tout droit et que on n'ait jamais été voir là-bas derrière. Alors, bien entendu, cette théorie est extrêmement mal jugée par la pensée positive dominante, les savants, les bien placés, les importants, et tout ça est jugé d'un point de vue très surplombant et très méprisant. Que faut-il en penser ? Que faut-il en penser ? Eh bien, pour ma part, je trouve qu'il y a là quelque chose de sympathique et quelque chose qui est loin de l'inintelligence, quoi. Puisque c'est une façon de présenter une vision du monde qui a de bonnes chances de ne pas coller vraiment avec la réalité expérimentale, mais nous rappelle un phénomène important qui est celui que moi je voudrais développer dans cette vision. C'est que rien ne nous indique dans l'espace qui nous est donné, qui est donné à notre expérience physiologique, rien ne nous indique qu'il y ait une profondeur objective des choses. Pourquoi ? Parce que pour voir la profondeur, pour voir l'éloignement ou le rapprochement d'un objet, il me faut mes deux yeux. Il me faut d'une part mes deux yeux, mais il me faut aussi un système de traitement de l'information qui fait intervenir le temps. Voir un objet plus ou moins près ou plus ou moins loin, ça ne peut se concevoir que si je le vois se rapprocher ou s'éloigner. Sinon, dans une vision en aplat, dans un temps X, dans un temps, on pourrait dire, immobile, tout est en aplat, tout m'est donné en aplat, toute l'information sur le monde environnant m'est donnée en aplat. Il me faut du temps pour percevoir la profondeur des choses. Et ça fait intervenir donc la question de la perspective, la question de la géométrie euclidienne ou non euclidienne. Alors c'est vrai que la perspective s'en sortait avec une sorte d'artifice, on rajoutait ces espèces de traits, ces prolongements, ce point de fuite à l'infini qui permettait de représenter plus gros un objet plus près et plus loin un objet plus éloigné de moi. C'était une astuce de la représentation on pourrait dire de l'époque du grand rationalisme, qui a été très efficace en peinture et qui a tout son sens, qui a eu pour effet justement que les peintures ont pu donner le change et nous donner l'impression de la réalité. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un ersatz, d'un artifice de représentation, mais qui ne règle pas la question du fait que si je regarde même ce tableau en aplat lors d'un instant T, c'est parce que j'ai une connaissance culturelle des objets et de la taille des objets que je peux projeter ma propre histoire et projeter ma propre expérience et me douter que tel objet est plus ou moins éloigné selon qu'il est représenté de telle ou telle manière dans
la structure et la manière dont le paysage, l'éloignement et les rapprochements des objets, le signe de la route, les bords de la route, la plantation régulière des arbres qui vont en s'éloignant et en rapetissant, me donne l'impression de la profondeur, mais cette profondeur n'est en réalité qu'une expérience, qu'une perception projetée à partir de mon expérience vécue. D'autre part, et on n'est pas bien certain qu'il s'agisse d'une autre part, mais on va dire en outre. En outre, il se pose la question de la géométrie euclidienne et de celles qui pourraient ne pas l'être. On sait qu'elles sont arrivées très tardivement dans l'histoire, les géométries non euclidiennes, et pourtant, force est de constater qu'elles sont en définitive, malgré leur côté irréaliste du point de vue de l'école, puisqu'on n'y reconnaît pas la ligne droite, on n'y reconnaît pas le parallélisme, du moins à l'infini, des lignes droites. Mais il est évident que ces géométries sont beaucoup plus réalistes du point de vue, par exemple, du point de vue de la planète. Si la planète est un tant soit peu courbe, ou du point de vue de tout objet mou, pourrait-on dire, et de tout trajet qui stipule ce fameux clinamen des anciens, c'est-à-dire toute tendance au rapprochement ou à l'éloignement par rapport à la trajectoire idéale de la ligne droite telle qu'on peut la penser dans une géométrie quelle qu'elle soit. Ces deux géométries différentes nous exposent à deux types de logiques différentes. On voit bien que la géométrie euclidienne, qui est la culture du droit, la culture de l'incontestable, la culture du simple aussi, ne répond pas à toutes les exigences du vivant, et encore moins à toutes les exigences du subjectif. Alors, l'espace va donc nous poser la question de la projection. De quelle manière je me projette dans un espace que je perçois? De quelle manière puis-je me représenter moi-même dans un espace qui conditionne ma propre présentation? Il y a là aussi une sorte de petit malaise logique initial qui est fondamental et qui devra être utilisé comme point de départ pour cette critique qui va chercher justement à analyser un petit peu en précision les conditions du malaise d'un sujet en tant qu'il est sujet ou d'un malaise du sujet en tant qu'il exerce sa subjectivité à un moment donné et dans un lieu dit ou du moins perçu ou du moins repéré comme tel ou depuis lequel il peut se sentir sujet de ce qui se passe entre lui et l'au-delà de cet espace où il se trouve, où il se sent exister, s'exister à lui-même, c'est-à-dire être hors de lui. Et tout ça nous renvoie à des catégories assez métaphysiques, assez psychologiques aussi. Et c'est la raison pour laquelle ce chapitre de l'espace, dès lors qu'on va s'intéresser à la chose subjective, politique et psychologique, nous pose d'emblée cette question-là
Qu'en est-il de ces dimensions de cet espace-là? Qu'en est-il de la question topologique? Alors moi, j'ai posé, et certainement influencé par Lacan aussi, que, au fond, la subjectivité ne pouvait se soutenir que d'un espace à deux dimensions. Et que cet espace à deux dimensions, qui peut comporter toutes les complexités du monde, ouvre